Alors, on continue la deuxième partie sur le purple teaming et on s'était intéressé, donc on avait vu ce principe de codage sécurisé, absolument appliquer des règles, nettoyer les entrées, ne jamais faire confiance aux entrées utilisateurs et appliquer des filtres, divers filtres. On avait vu, c'est une cascade de 4 ou 5 filtres pour pouvoir sécuriser déjà une fonction de téléversement sur notre site. Alors maintenant, on va parler des SQLI, qui sont reines. Dès qu'on parle de base de données, l'attaque la plus courante et l'unique et viable, c'est les injections de SQL. Donc SQL, langage de requête structuré. On avait vu brièvement qu'on a deux types de bases de données. On a des bases relationnelles et des bases non relationnelles. Si on parle de SQL, on parle bien de bases relationnelles. Tout est stocké dans des tables. Elf McSkiddy a demandé à MacExploit et à Elf McAdmin de nous aider à effacer les applications des injections SQL. Lorsqu'on leur a présenté le code de l'application, les deux elfes avaient l'air un peu choqués car aucun d'eux ne savait comment la comprendre et encore moins la réparer. Nous avions Elf McCode, mais il a fondé sa startup et il est parti, il nous aide plus. Et ils vous ont nommé le nouveau Elf McCode. Félicitations pour cette promotion. Donc on va se déployer la VM. On aura des outils préinstallés et on va voir un petit peu ce qu'on peut faire avec ça. D'accord ? Donc on va travailler sur la machine, soit vous utilisez votre machine virtuelle, soit je vais utiliser la machine virtuelle de TryAcme. Alors, le langage de requête structurée, langage traditionnel, utilisé pour demander des informations aux bases de données. Lorsque vous créez une application qui repose sur une base de données, l'application devra créer des phrases SQL à la volée et les envoyer au moteur de base de données pour récupérer les informations pour que votre application puisse fonctionner. Heureusement pour nous, SQL a été construit avec une simplicité à l'esprit et sa syntaxe est censée ressembler à des phrases en anglais simples pour faciliter la compréhension des programmeurs. Alors, avant d'expliquer la syntaxe, parlons un petit peu du moteur de base de données spécifique qui est utilisé. Ici, c'est du MySQL, donc c'est de l'open source et à ne pas confondre avec MSQL qui lui est propriétaire et appartient à Microsoft, soyons clairs. Alors, MySQL port 3309 de mémoire stocke des informations dans des structures appelées des tables. Considérez-les comme n'importe quelle table dans un document, tout simplement de feuilles de calcul. On l'a vu, je vous donne toujours l'exemple des tableurs Excel. Qu'est-ce qu'on a ? On a des colonnes et des rangées. Aussi simple que ça. Mais pour plus de clarté, vérifions l'une des tables utilisées dans l'application actuelle où sont stockés nos jouets. Alors, on parle de colonnes, c'est-à-dire des colonnes en bon français, et de rows, c'est-à-dire nos lignes. Alors, qu'est-ce qu'on peut voir ? On voit qu'on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 colonnes. Première colonne ID, seconde creator ID, name, description, fabrication date, quantity et mean score. Alors, on voit qu'on peut, chaque ligne de la table en fait correspond à un jouet différent. Et chaque colonne est ce qu'on appelle un field. On appelle ça un champ. En bon français, field en anglais, des données qui décrivent notre jouet. D'accord ? Si je regarde, dans la colonne name, j'ai Teddy Bears, donc c'est l'ours en peluche. On voit qu'il a un identifiant de 4, identifiant créateur de 6. Son nom, c'est Teddy Bear, et la description, c'est un animal en peluche, qui deviendra ton meilleur ami. On a la date de fabrication, la quantité, on en a 7, et le mean score, je sais pas encore à quoi ça correspond, mais on en a 8. D'accord ? Donc si on regarde car, on regarde la troisième rangée, on voit qu'il y a 12 unités. Si je regarde Teddy Bears, on voit qu'on a 7 unités. Donc, c'est assez facile à lire. Donc, comme mentionné, lorsqu'une application doit récupérer des informations en base de données, il faut construire une requête SQL, d'accord, pour pouvoir requêter vers le moteur de base de données. Tout simplement, la base de données stocke les données, le moteur de base de données permet l'interface d'interagir avec la base de données SQL. Pour ce faire, il nous faut construire des requêtes SQL et ces requêtes SQL utilisent le langage SQL. Vous l'avez compris. D'accord ? Donc les requêtes sont des instructions simples qui demandent des données spécifiques d'une manière structurée et que la base de données peut comprendre. D'accord ? Donc pour interroger ces informations, on utilise le select. Un select va me permettre d'indiquer tout simplement les lignes de la table qu'on veut récupérer. Donc si on se focalise sur nos toys,
c'est-à-dire les jouets dans notre base de données, on pourrait lui passer tout simplement select. Wildcard, on utilise un globe en informatique. Le wildcard, l'astérix, l'étoile, c'est tout, c'est-à-dire prend tout à partir de jouets. Et n'oubliez pas, c'est très important, le point-virgule, qui est la fin de l'instruction. D'accord ? Et vous allez pouvoir chaîner aussi des instructions grâce à ce point-virgule. Alors, l'astérix indique qu'on souhaite récupérer toutes les colonnes de la table. Je vous disais, si vous devez demander les colonnes spécifiques, il faudra naturellement remplacer l'astérix par une des listes des colonnes séparées par les virgules. D'accord ? Donc, séparation entre virgules et fin de l'instruction avec un point-virgule. Je te donne un exemple. Si on veut récupérer les colonnes de nom, quantité, on va émettre cette requête au moteur de base de données pour que ça soit compris. On va lui dire select name quantity à partir from de jouets, toys. Fin de l'instruction, point virgule. Et on se retrouve avec ce qu'on lui a demandé. On a name, quantity et on a ce qu'il y a là-dedans. On voit toutes les tables de ligne qui sont renvoyées pour les deux cas et ensuite on peut les filtrer, on peut utiliser une clause, ce qu'on appelle une clause. Alors, imaginons qu'on veuille filtrer la dernière requête afin de ne recevoir que les jouets pour lesquels il y a une quantité de 20 minimum. On pourrait le faire avec la déclaration suivante. Je reprends la requête précédente, sauf que après toys, au lieu de mettre notre point-virgule, on va mettre notre clause where. Alors, where, prenez l'habitude tout le temps de mettre en majuscule. Vous voyez que c'est en bleu, c'est très important. Le moteur va comprendre si vous mettez en minuscule, mais par convention, pour que la requête soit bien formée, on utilise, vous le voyez, le select est toujours en majuscule, le from est toujours en majuscule et notre clause where est toujours en majuscule. Ensuite, je lui mets la quantité, d'accord ? Et cette quantité, on lui met quoi ? Supérieur ou égal à 20. Et là, on se retrouve en effet avec robot, patate et canard en plastique. Et ils ont tous une quantité qui est supérieure à 20. 24, 999, 1337, Elite. Alors, dans les applications du monde réel, vous trouverez probablement des requêtes beaucoup plus complexes. Et je vous rassure, elles seront extrêmement complexes. Après, on peut faire des requêtes, ce qu'on appelle des requêtes imbriquées. C'est très, très technique. Là, c'est vraiment les bases. Ça, tout le monde peut comprendre ce type de requête SQL. Après, pour faire des requêtes pertinentes, et puis aussi pour optimiser, puisque c'est un peu comme du code, en fait, une requête SQL. N'importe qui peut faire une requête SQL, mais une bonne requête SQL qui va être efficiente, qui va aller requêter en base de données sans sans bousiller en fait des cycles CPU à la base de données, au back-end. Encore une fois, on va pouvoir optimiser nos requêtes SQL. Il y a certaines requêtes qui seront beaucoup plus optimisées que d'autres. Et c'est là tout l'art d'un bon administrateur de base de données, c'est que n'importe qui peut requêter en base de données. Après, faire des requêtes simples et efficientes, c'est réservé aux gens qui sont expérimentés. D'accord ? Et ça va optimiser votre temps de requête. Imaginez que vous allez sur un site marchand. Si à chaque fois que vous allez faire une requête en base de données et vous lui demandez de vous présenter la fiche produit et de vérifier si éventuellement il y a un article en stock, si ça met 30 secondes, vous allez vous barrer. Vous allez vous dire, mais c'est quoi ce site de merde ? Je me déconnecte, je vais aller chez le concurrent. D'accord ? Et puis, c'est pareil. Si un utilisateur, la charge est bonne, si tu mets 10 utilisateurs, si tu mets 1000 utilisateurs, si tu mets 10 000 utilisateurs en même temps, en concomitance, est-ce que la base de données va pouvoir supporter la charge ? Est-ce que tu as pensé à optimiser tes requêtes SQL ? D'accord ? Donc ça, c'est le métier du SGBD. D'accord ? Du système de gestion de base de données, de l'administrateur de base de données. Donc, ça, c'est le côté back-end, c'est le côté pas de problème, côté base de données. Mais pour qu'il puisse y avoir une interaction, il faut qu'on mélange et on mélange des langages de programmation. Vous savez que le PHP est très utilisé, c'est techniquement ce qui permet de faire fonctionner notre site web. D'accord ? Donc, on va faire ce mélange, on va conjuguer à la fois du SQL et du langage PHP. Et c'est là que malheureusement, si c'est mal fait, ça peut poser de gros problèmes de sécurité. Alors, on va essayer de comprendre comment fonctionne cette déclaration select en se basant sur notre application en PHP et voir comment elle est construite en fait. Donc on va se concentrer sur ces deux langages, mais rappelez-vous que cette règle s'applique de toute façon aux autres langages de programmation. Alors la première étape,
c'est la connexion à la base de données. Pour ce faire, il nous faut utiliser l'extension MySQLi, qui est fournie via une fonction. Donc on a MySQLi underscore connect et on va l'utiliser en lui fournissant naturellement les métadonnées qui vont permettre la connexion à une base de données. Alors qu'est-ce qu'il nous faut? Il nous faut tout d'abord peut-être l'IP ou le nom, le hostname du serveur de base de données. Ça sera le premier paramètre qu'on va passer à notre variable. La variable s'appelle serveur et comme c'est une variable, on lui met $, juste avant. Donc c'est $serveur. D'accord? Et il n'y a jamais d'espace entre le $, et le nom de la variable. Tout est concaténé. Suivi du nom d'utilisateur, c'est notre variable user. La variable PWD, c'est le password, c'est de l'abréviation de password en anglais. Vous le savez, ça sera notre mot de passe. Et il nous faut notre schema. Un schema, c'est le nom de la base de données. C'est un identifiant de la base de données à laquelle on va chercher à se connecter. Donc la fonction, techniquement, elle renvoie un gestionnaire de connexion qui va être utilisé pour envoyer d'autres requêtes SQL. Alors, je vous le mets sous les yeux. On a le gestionnaire de connexion comme une variable qui contient les informations de connexion à la base de données afin que les requêtes puissent être envoyées. Serveur user PWD et schema, et on passe tout ça à notre variable DB, on fait appel à notre fonction MySQLi underscore connect et on lui passe en paramètre nos 4 variables, serveur, user, PWD et schema. C'est exactement ce qu'il nous faut. On veut quoi? On veut connaître le nom. Donc, serveur, c'est une DB, c'est une base de données. L'utilisateur, il s'appelle Logistic User. Le mot de passe s'appelle SAMPass123. Et la base de données à laquelle on cherche à se connecter, c'est logistique. Tout ce qui concerne la logistique, pardon. Donc, une fois que cette connexion est établie, on va pouvoir émettre et aller requêter à l'aide de... Alors, on s'est servi de MySQLi Connect. Maintenant, on va servir de la fonction MySQLi Query. Query comme requête en anglais, d'accord? Donc le premier paramètre, on le passe à la fonction, c'est le gestionnaire de connexion, qui va nous permettre de réitérer les appels vers le moteur de la base de données, et le deuxième paramètre est une chatte de notre requête SQL. Alors, else rs, c'est notre MySQL query, on lui passe quoi en paramètre? On lui passe db et query, juste au-dessus, on place notre requête. Donc cette requête, elle est encapsulée entre deux single quotes et on voit que là, on lui demande de sélectionner tout à partir de la table utilisateur où l'identifiant est égal à 1. D'accord? Et n'oubliez pas, vous voyez, à chaque ligne, il y a des points virgules. Donc à la suite de l'exécution de la requête, on va obtenir un jeu de résultats SQL et on stocke ça dans une variable qui s'appelle else underscore rs. Donc ce jeu de résultats n'est rien de plus qu'un objet qui contient les résultats de notre requête et qui peut être utilisé dans le reste de notre programme pour accéder aux données résultantes. D'accord? Donc initialisation, déclaration des variables, et vous le savez, en programmation, on va pas à chaque fois réitérer les opérations. Une fois qu'on a initialisé nos variables, on va pouvoir les rappeler, les réutiliser. C'est ce principe. Donc voilà, maintenant qu'on a nos variables, on va pouvoir les réutiliser au sein de notre code. On ne peut plus classique en programmation. Alors, on va... donc vous le savez, initialement, on avait des sites web statiques. Ça, c'était dans les années 90. Et après, on est passé à du dynamique. Donc aujourd'hui, il y a très peu de chances que vous soyez sur des web statiques. Ils sont à 100% tous dynamiques. Alors, c'est là que les choses deviennent un peu intéressantes. Si on consulte l'application du Père Noël, on va pouvoir accéder au profil d'un elfe et on voit que dans l'URL, on a un appel vers un fichier PHP qui s'appelle elf, qui est présent à la racine du serveur dans un dossier qui s'appelle webapp, et on lui passe en paramètre. On travaille sur un paramètre. Comment je le sais? On a notre point d'interrogation, donc notre chaîne de recherche, notre query string, et on travaille sur le paramètre qui s'appelle id, et id est égal à une valeur. Quand je lui mets 2, j'arrive sur la page de elf maxkidi. On va voir ça, je vais lancer le site. Alors, vous voyez déjà une valide SQL query. Donc là, je suis en train de pousser à la faute. Qu'est-ce qu'on a vu? Query strings, id est égal à 2. Là, il aime bien. Là, il est content.
D'accord? Donc on se retrouve en effet sur la page de Max qui dit. Est-ce que je peux faire jouer le paramètre? Bah, il y a de fortes chances, hein. Si 2 est égal à Max qui dit, qu'est-ce qu'on a? Ah, 1 c'est Santa Claus, hein. Donc on retrouve un peu, hein, comme on l'a vu, on joue sur ce paramètre. Est-ce que penser à 0, hein, full stack elf, et penser aussi, hein, soyez hors limite, hein. Vous savez qu'en programmation, on a quoi? On pense tout le temps à nos limites. On vous dit teste tes paramètres, teste ton application, hein, fais tes tests unitaires, et puis teste aussi ce qui est pas prévu, hein, les défauts de logique. Quel est un des défauts de logique? L'ID doit être supérieur à 0. Essaye 0. Essaye quoi? Essaye une valeur négative. D'accord? D'accord. On voit, apparemment, il y a un filtre, il ne prend pas mes valeurs négatives. D'accord? Mais vous devez constamment tester les extrêmes, hein, au niveau de votre application pour justement voir comment réagit l'application. Hein, s'il n'y a pas après des défauts de logique qui peuvent être détournés par un acteur malveillant pour exploiter la machine. Donc là, on voit que on peut, le négatif, ça donne rien, on commence à 0. Si je mets 9999, c'est pas pris en compte. D'accord? Donc on doit avoir un ID, hein, qui est en base de données et qui est vérifié grâce au moteur de base de données. D'accord. Donc là, si j'arrive à ID 6, on voit que MacBlue, visiblement, voilà ce qu'il a commandé à Noël. On retrouve notre teddy bear, notre car, ça tombe bien, c'est ce qu'on avait en base de données. D'accord? C'est comme si je faisais quoi? Un select, wildcard, qu'est-ce qu'on a vu? From, moi, je vous dis de mettre en majuscule si je le fais pas. Fais ce que je dis, pas ce que je fais. Alors, select from users, hein. Alors c'est un exemple, hein. Where, là, ça serait quoi? ID est égal à 6. D'accord? C'est exactement ça. On voit notre clause, c'est where ID equals 6, bah on lui passe tout simplement en paramètre, hein, avec notre query strings. D'accord? Mais le reste, hein, c'est à vous de le déduire. C'est la logique. Prends-moi true où les utilisateurs ont un ID de 6. Et l'ID de 6, bah, il n'y a que elflog, hein, MacBlue, qui a un ID de 6. Pareil, si je mets 5, il n'y a que quoi? Il n'y a que notre ami Pivot qui a un ID de 5. Personne d'autre. D'accord? Ils ont chacun leur description, leurs skills, leur dernier jouet, tout ça, tout ça. D'accord? Donc vous comprenez ce qui se passe en arrière-cour, derrière les rideaux, sous le capot, hein, ça fonctionne en créant une requête qui intègre ID, donc la valeur de l'ID, hein, puisqu'elle est égale à quelque chose, et renvoie les informations sur l'elfe correspondant. C'est comme ça que notre site fonctionne en dynamique, d'accord? Dynamiquement, on peut interagir avec, puisque en modifiant certains paramètres, on va pouvoir justement récupérer les informations qui nous concernent. Alors, maintenant on va travailler un petit peu sur le code. Grosso modo, on a deux variables, on voit le query et else, hein, et on voit que cette fois-ci, c'est un petit peu intriguant. En fait, l'ID, il attend une valeur, mais cette valeur, je peux pas la mettre, juste en simple string. C'est là que ça devient intéressant. Vous voyez qu'on encapsule quoi? On a notre double quote, ça s'arrête après l'ID est égal à quelque chose. Et après, on lui met un point, on fait un $_get, et entre crochets et single quote, on lui passe ID et fin de l'instruction. Donc en fait, la première ligne, c'est notre constructeur, hein. Ça va construire la requête SQL, ça va concaténer notre $_get entre crochets single quote ID, ça c'est notre variable dans le cadre où la clause est l'ID, hein, sur lequel on travaille sur notre ID. Vous avez bien compris que si on travaillait sur un autre paramètre, si le paramètre, je sais pas, hein, s'appelle Toto, on aurait passé à la place d'ID, on aurait mis Toto. D'accord? Donc, notez que dans PHP, vous pouvez accéder à n'importe quel paramètre de l'URL. D'accord? En tant que, on l'utilise souvent, le $_get, plus le nom du paramètre. D'accord? Cette requête, elle demande à la base de données, en fait, toutes les colonnes de l'utilisateur de la table qui correspond à l'elfe ayant un identifiant spécifique. 2, 3, 4, 5, 6. D'accord? La deuxième ligne, ensuite, elle renvoie la requête et renvoie les informations d'un elfe particulier en tant que jeu de résultats, hein, ce qu'on appelle des datasets. Qu'on va stocker dans une variable. Notre variable, on l'a vu, c'est else_rs. D'accord? Donc le site web analyse ensuite le jeu de résultats et rend la page en conséquence. D'accord? Il va t'afficher ce que tu lui
demande. Donc si on teste le site web, on peut voir qu'il fonctionne comme prévu. Cependant, on a malheureusement introduit une vulnérabilité d'injection SQL dans notre code. D'accord, qui va permettre à un attaquant de dumper, de vider toute la base de données. Alors, on va parler un peu des SQLI. Alors, je vous avais fait maintes et maintes vidéos, hein, c'est un sujet très complexe, donc je vous mettrai encore une fois les vidéos que j'avais pu faire précédentes, et on va réitérer, redévelopper le sujet. Alors, le problème avec la méthode indiquée précédemment, c'est qu'elle prend des entrées non fiables de l'utilisateur et les concatène en une requête SQL, sans se poser de questions. On a vu que si tu fais confiance, si tu penses que c'est fiable, eh ben, tu fais confiance à ton utilisateur. Mais la règle de base, c'est de ne jamais faire confiance à ton utilisateur. Donc, si les entrées sont non fiables, eh ben là, c'est le début des soucis. Donc, comme on le voit dans la tâche précédente, la vidéo que j'ai faite, notre application doit constamment valider en profondeur toute entrée que l'utilisateur envoie avant de pouvoir l'utiliser, d'accord, et faire un appel côté serveur, côté backend, d'accord. Sinon, en effet, des choses inattendues peuvent se produire. Donc, dans le cas de la SQL, dans notre exemple, un attaquant va envoyer la syntaxe SQL via l'un des différents paramètres de l'URL de l'application qui pourrait finir par être concaténé avec une requête dans le code, modifiant potentiellement sa destination. Mais revenons un petit peu à la page du profil dev pour mieux comprendre ça. N'oubliez pas que l'application crée une requête en concaténant tout ce qui est envoyé dans le paramètre ID dans le cadre de notre clause où on fait un where. D'accord? Donc, on fait un select wildcard from user where ID et on voit la concaténation puisqu'on a notre point. Vous savez, en programmation, quand on fait ça, c'est qu'on concatène. Alors, si l'attaquant envoie les éléments suivants via le paramètre ID de l'URL, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Il attend quelque chose. Je peux lui donner quoi? Je peux lui donner ID est égal à 5, mais qu'est-ce que je peux faire? Je peux essayer, je vous ai dit, tester des valeurs quoi? Négatives? -1? -1? Ou ID est égal à 4? Donc là, vous voyez, quand on fait ça, qu'est-ce qui se passe en fait? Ça concatène -1 ou ID est égal à 4 dans l'instruction SQL. Donc on se retrouve avec cette injection. Et au niveau de la syntaxe, elle est concaténée avec notre requête d'origine. Donc -1 n'existe pas. Techniquement, on passe directement à l'ID 4. Et ID 4, on switch sur le profil de Recon MacRed. D'accord? Donc, si on lit la chaîne de requêtes résultante, on peut voir que notre closeware a été modifié pour filtrer uniquement les elfes qui ont un ID de -1 ou un ID de 4. Étant donné que les valeurs d'identification utilisées par la base de données sont, je vous le disais, probablement tous des nombres positifs, aucun elfe ne correspond à -1, naturellement. Par conséquent, la base de données va ne renvoyer que l'elfe avec l'ID 4. Alors, cet exemple, naturellement, c'est une injection inoffensive. Un attaquant qualifié peut essayer de faire en sorte que votre serveur exécute des requêtes SQL beaucoup plus complexes et forcer potentiellement la base de données à envoyer toutes les données sur n'importe quelle table qu'il souhaite. À titre d'exemple, qu'est-ce qui se passe si on commence à pousser une requête imbriquée un peu plus costaud? Qu'est-ce qu'on pourrait faire? ID est égal à quelque chose? ID est égal à 1. Union. From users, voilà ce qui se passe. D'accord? Qu'est-ce qui vient de se passer? On vient de feinter la base de données et la base de données, elle bug complètement. À la place de nous afficher les jouets, au lieu que ça soit les jouets, donc déjà on voit qu'il n'arrive pas à charger les miniatures, qu'est-ce qu'on fait en fait? On a fait un décalage. On a injecté des données, mais qui se trouvent pas quoi? C'est pas les bonnes lignes, c'est pas les bonnes colonnes. Surtout, c'est pas les bonnes colonnes. Dans la colonne jouets, maintenant, on a les noms d'utilisateurs. Et je viens de quoi? Je viens de dumper tous les mots de passe des utilisateurs. D'accord? Donc vous voyez comment c'est critique? Pourquoi? Maintenant je peux me connecter en tant que Elf MacAdmin. D'accord? J'ai son mot de passe. Et voilà. Du coup, je suis connecté. Admin console.
tu devrais pas te trouver là. Hein. Allez, retourne, retourne coder le vrai Elf McCode. D'accord? Donc du coup, on se retrouve quoi? Ben, du coup, on se retrouve maintenant connecté en tant qu'admin. Et on peut voir les différents jouets. D'accord? Donc vous comprenez comment c'est sensible? Donc qu'est-ce qui s'est passé? SQL a été injecté, a renvoyé tout ça à la base de données. Et du coup, via cette injection SQL, la base de données nous renvoie tous les utilisateurs et les mots de passe de l'application. Hein, le Père Noël n'aimera pas ça, c'est sûr. Donc, si vous souhaitez en savoir plus, hein, encore une fois, allez faire la salle d'injection SQL sur Try Hack Me. Et puis pour le reste de cette tâche, hein, on va se concentrer sur le côté défensif, non pas offensif. Hein. On va chercher les moyens d'empêcher les injections SQL dans notre code. Et puis vous inquiétez pas trop si jamais pour vous, là c'est du chinois. Encore une fois, je vous mettrai mes vidéos si vous voulez creuser. Et puis, lisez des bouquins, il y a pas de secret. Et puis apprenez le SQL, hein, aussi simple que ça. Donc, si on doit faire des correctifs, armé de toutes ces connaissances, on est enfin prêt à réparer l'application. D'accord? On aura accès à un simple éditeur de texte et on pourra faire les modifications nécessaires. On va se connecter, on va modifier notre application web. Déjà, c'est assez intéressant, on a ce truc-là. Il me dit, coucou, je suis Elf Max Expert, je peux t'aider à chercher des vulnérabilités SQLi dans l'application. Hein, ça te permettra de détecter les vulnérabilités dans ton code. Tac. Salut, je suis Elf Admin. Hein, le site va fonctionner comme attendu. Hein, je ne pense pas que tu pourras le casser, mais le plus sûr sera le mieux. D'accord? Run checks, on va voir. Donc là, il nous dit, écoute, regarde, je peux injecter des SQLi en manipulant la base de données pour lui faire, retourner un résultat, un record, un enregistrement sur un elf bien spécifique. En effet. D'accord, il en fait pas plus. Ouais, c'est toujours le même check. D'accord. Donc en gros, je pense que ça va vérifier une fois qu'on aura fait les modifications si ça fonctionne encore ou pas. Le but, c'est d'endiguer les SQLi. Alors, je vais me connecter. Codeur. Save. Donc on arrive dans un IDE du pauvre, j'ai envie de dire. Donc on a notre éditeur de code. Hein, on aura accès à un chat pour communiquer avec MacExploit et MacAdmin. Hein. Bien qu'ils ne parlent pas trop, vous pouvez leur demander de vérifier la demande pour vous. Ah, d'accord, c'est pour ça qu'on a le truc en bas. Donc si vous vous souvenez, ils ne savent rien au code. Hein. Donc MacExploit vous aidera à identifier les parties de l'application vulnérable au SQLi et admin, d'autre part, vérifiera que l'application est toujours en cours d'exécution, comme prévu. D'accord, je comprends mieux les messages qu'on avait. Alors, le but, c'est de corriger les failles sans modifier la logique de notre application. D'accord? On doit surtout pas quoi? Casser la logique de l'application. L'un des moyens le plus simple et le plus efficace de prévenir les injections SQL, c'est de s'assurer que toutes les données de l'utilisateur, en tout cas qui peut manipuler et qui vont être concaténées lors d'une instruction SQL, eh bien, le type qu'on attend. Là, il nous dit quoi? Il nous dit, écoute, regarde bien, Coco, hein, elf.php, visiblement, on peut injecter. D'accord. Donc, on a notre snippet, hein, on ouvre, tout en bas, on va fermer, on a du parti HTML, donc vous voyez bien qu'on conjugue le HTML avec le PHP, qu'on a notre problème. Hein. Le connection.php, il n'y a pas de problème, c'est ce qu'on a vu, c'est notre connecteur. Hein. Notre connecteur, c'est ce qu'on lui a passé tout à l'heure. On a vu qu'on lui passait, on paramètre notre 4 variables, ça permet l'établissement du socket. Hein. On va se connecter, c'est la gestion du réseau, pas de problème. Nous, ce qui nous intéresse, c'est dans elf.php, on a vu qu'ici, très clairement, il y a un problème. Pourquoi? Parce qu'on a vu avec ce principe de concaténation que on peut commencer notre injection. Donc le site prend l'ID, le paramètre ID de l'URL et concatène ça en une requête SQL. Donc on peut raisonnablement supposer que le site web attend un entier, un integer au niveau de l'ID. Pour éviter les injections, on pourrait convertir toutes les entrées utilisateurs du paramètre ID en un entier. C'est pas encore le cas, d'accord? Donc on peut utiliser int et val, donc val pour évaluation. Int val, grosso modo, ça va faire une évaluation sur un entier, d'accord? Si vous avez des doutes, PHP, int val, appel à la fonction, int val. Travaille sur notre entier, int val retourne la valeur numérique entière équivalente d'une variable.
Donc, retourne la valeur d'un entier de value en utilisant la base fournie pour la conversion. On est en base 10 par défaut et inval ne devrait pas être utilisé sur des objets. Dans ce cas-là, erreur de niveau i underscore notice sera émise et la fonction retournera à 1. 1, c'est qu'il y a un pépin. D'accord. 0, c'est qu'on est bon. D'accord. Donc, on a un petit exemple sur un système 32 bits. 42, 42, 4,2, on s'en fout, on demande un entier, c'est arrondi, d'accord, donc on arrondit en dessous, on est à 4, 42, c'est bien 42, qu'est-ce qui varie? Le single quote, plus 42, c'est 42, moins 42, pas de problème, entier relatif négatif, 0,42, 0,42, 34, intéressant, 0,42, 42, d'accord. Et pareil, ce principe, si c'est vide, c'est 0, si c'est 1, c'est rempli, d'accord. Donc, false 0, true 1, false 0. L'arrêt est vide, notre tableau. Inval arrêt foo bar 1. Ok. Donc, qu'est-ce qu'on pourrait faire? On va se servir de cette fonction. Elle va prendre une chaîne et tenter de la convertir en un entier. Si aucun entier valide n'est trouvé sur la chaîne, ça renvoie 0, ce qui est également un entier. D'accord? Donc, creuse. Si je lui mets quoi? Try avec me, ça serait égal à 0. D'accord? Pourquoi? Parce que c'est pas ce qu'on lui demande. D'accord? On travaille sur un entier. Donc là, ça n'en est pas un. Donc c'est 0. Si maintenant je mets 1, 2, 3, try avec me, un autre string, là, vous l'avez compris que s'il fait l'évaluation, lui, qu'est-ce qu'il voit en fait? Try avec me, il s'en fout. Lui, il voit 1, 2, 3. D'accord? Il prend que cette sous-chaîne. Cette sous-chaîne-là ne l'intéresse pas. Pourquoi? Parce qu'on utilise inval. D'accord? Et on a vu qu'on travaille uniquement sur des entiers. D'accord? Donc voilà, ça c'est les bases. Alors, comment on modifie notre code? On a vu que le problème, en fait, c'est ici. C'est à la concaténation. On doit toujours travailler sur ID. On fait du PHP, donc il nous faut récupérer la valeur. Donc on ne peut pas omettre le $_get. Par contre, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut mettre tout ça entre parenthèses, d'accord? Comme ça, je ne change pas la logique du programme. Par contre, on ne fait pas une concaténation directe. Qu'est-ce qu'on fait? On fait appel à notre fonction, d'accord? Donc, je garde ma logique, juste j'appelle la fonction int val et en paramètre, vous l'avez compris. Ah merde, ça réécrit trop. Bon, c'est pas grave. Pourquoi je suis en... Putain, ils font chier. Pourquoi je suis en insertion là-dessus? Je peux savoir. Bon, donc c'est pas grave. On fait notre $get, on travaille sur ID et on passe tout ça, on l'a vu, en single quote. D'accord? Donc qu'est-ce qu'on vient de faire? On met les parenthèses. Pourquoi? Appel à la fonction. Une fonction, c'est toujours le nom de la fonction plus des parenthèses. Et dans les parenthèses, tu lui passes ça en paramètre, ce qu'on avait. D'accord? Donc de cette façon, même si l'attaquant envoie une charge utile d'injection SQL via le paramètre ID, l'application essaiera de la convertir en entier, d'accord, avant de concaténer dans notre requête SQL. Donc dans le pire des cas, la chaîne est convertie en 0, ce qui est toujours inoffensif, d'accord. À l'inverse, si on fait pas ça, ça renvoie des données et ça peut exfiltrer des données et ça c'est pas bon pour nous, d'accord. Donc CTRL S, votre meilleur ami. On va sauvegarder. Là, il n'est pas content. Syntax error unexpected. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? Int val $get. Oui, il y a 2 crochets. Voilà. Parfait. CTRL S. Et maintenant, on va retester. D'accord. Alors, maintenant, il nous dit que il y a toujours moyen d'injecter, visiblement. Donc on voit maintenant que Elf Exploit, il arrive à injecter toujours, mais d'une manière différente. Là, qu'est-ce qui se passe? C'est parce que le paramètre ID est utilisé 2 fois dans notre fichier .php, dans elf.php. Donc on voit le problème tout de suite. Là, on s'est concentré là-dessus. D'accord? Après, on a... Et si jamais ça gère les exceptions, si vous voulez ce snippet que je vous montre, c'est typiquement quand vous mettez quelque chose de nul, qu'est-ce qu'on a? Voilà. Error invalid query, c'est exactement ça. C'est le snippet qui est là. Echo, ça dit colorié en rouge, size 10, c'est exactement ça. C'est du size 10 colorié en rouge et error invalid SQL query. D'accord? Avec un font. Echo font, ça me permet d'afficher ça, techniquement.
avec le reste de la requête SQL pour prévenir l'utilisateur qui fait n'importe quoi. Ok. Et ensuite, on fait un die. Die, vous l'avez compris, c'est une fonction qui annule en fait la requête. D'accord. Ensuite, récupérer le premier résultat. Donc, il devrait y avoir qu'un seul elf ici. Donc là, on fait un fetch à soc. Ensuite, now get the toys associate. Donc, on va récupérer tous les jouets associés. Là, on fait une deuxième requête. Donc, qu'est-ce qui se passe techniquement? Et on l'affiche. D'accord? Donc, c'est ça. Soit ça bug, soit je te mets quoi? Je te mets le bon ID et tu m'affiches les jouets s'il y en a. Peut-être des fois, il n'y en a pas. Là, il y en a, d'accord? Et j'ai bien Pototo, je peux cliquer dessus, aller voir ce que c'est, tout ça, d'accord? Le nombre de scores, assigné à, etc., etc. Donc, c'est ce qui se passe. Le problème, c'est que on a deux appels. Là, on a ID. Donc, le premier ID, c'est quoi? C'est ce qu'on a vu. Le premier ID, c'est pour obtenir les informations de l'elfe. Et on a l'autre, c'est pour construire tous les jouets qui sont associés à l'elfe. D'accord? Donc, techniquement, on a quoi? On a deux requêtes distinctes. D'accord? Donc, qu'est-ce qu'il nous faut ici? Pareil, il nous faut... On passe tout à notre fonction. Je sauvegarde. Ok. D'accord? On récupère notre premier flag. C'est pas fini. On continue à faire notre analyse statique de code. Donc, c'est le plus dur en programmation, ce sont les data types. Les data types, quand vous allez bosser, vous allez voir que c'est pas... Il y a des gens qui sont à l'aise, il y a d'autres gens, c'est compliqué. D'accord? Mais le type de données, ça pose toujours problème. Imaginons qu'on veuille un flottant. D'accord? Cette fois-ci, on a vu qu'avec int, on travaille sur quoi? Int val, on évalue un entier. Float val, d'accord? J'évalue un flottant. D'accord? Donc, pensez à vos types de données. On travaille sur quoi? Des integers, des entiers? On travaille sur du float, des floating, des flottants? C'est pas pareil. Flottant, rappelle-toi, c'est de la virgule. D'accord? On parle de virgule flottante. Je t'avais expliqué que les jeux vidéo, on utilisait beaucoup la virgule flottante, par exemple, mais pas que. Donc, si les valeurs ne sont pas numériques, mais suivent une structure spécifique, vous pouvez aussi implémenter vos propres validateurs pour vous assurer que les données sont conformes au format donné. Par exemple, on peut utiliser un paramètre utilisé pour envoyer des adresses IP. D'accord? Vous pouvez rapidement implémenter une fonction simple pour vérifier si l'IP est bien formée et choisir de ne pas l'exécuter dans la requête SQL si c'est le cas. D'accord? Donc, à chaque fois, en fait, vous devez vérifier les données, le type de données, qu'est-ce qui est passé en paramètre par l'utilisateur, d'accord, et vérifier, nettoyer les entrées autant que possible, d'accord, à chaque fois en fait. Chaque entrée utilisateur doit être vérifiée. Et vous savez que dans une application web, des entrées utilisateurs, il y en a partout, partout, partout. Et plus le site est évolué, plus il y a des entrées qu'il faudra nettoyer. Et c'est toute la difficulté en DevOps de sécuriser nos applications. Enfin, je suis pas développeur, mais je pense que c'est ça. Donc, correction des SQLI à l'aide des états préparés, comme on les appelle. C'est ce qu'on appelle les prepared statements. C'est un concept à comprendre, on va développer maintenant. Alors, bien que dans certains cas, on puisse sécuriser notre code avec un simple validateur qui va venir valider ce qui est rentré par l'utilisateur, il va exister naturellement des situations dans lesquelles vous devez permettre à l'utilisateur de transmettre des chaînes arbitraires via un paramètre. Un exemple, c'est une barre de recherche dans notre application. D'accord? Chaque fois qu'une recherche est effectuée, elle est passée... Alors, je vous montre. Toto, rien. D'accord? Qu'est-ce qui se passe sous le capot? On a quoi? Search toy. Et on voit que cette fois-ci, on travaille sur notre paramètre Q. D'accord? Donc, que ça soit bien clair déjà, je vous l'ai dit, mais quand on travaille sur une chaîne en SQL, déjà on la met en single quote et on la met entre crochets. D'accord? Toutes les chaînes en SQL sont passées de cette façon, que ça soit bien clair, je répète. Donc là, on voit que quoi? On a notre paramètre Q, d'accord, qui est envoyé au programme PHP qui s'appelle Search Toys. Et grosso modo, si vous demandez aux elfes de vérifier l'application dès maintenant, vous allez voir que malheureusement, il y a également une faille qui est présente ici.
D'accord? Donc regardons un petit peu notre requête. Hein. On a quoi? De ligne 4 à 5. Qu'est-ce qui se passe dans cette requête-là, ce snippet-là, techniquement? D'accord? On a Q qui est notre paramètre concaténé 2 fois dans la même phrase SQL. Or, description like, deuxième. D'accord? Notez que dans les deux cas, hein, les données de Q, hein, elles sont entre guillemets simples. D'accord? Ça permet de représenter, je vous le disais, une chaîne en SQL. Hein, le problème d'avoir PHP avec également cette requête qui permet de construire la requête et que la base de données n'a pas d'autres options que de faire confiance à ce qui lui est donné. Si un attaquant injecte, hein, en quelque sorte, du SQL, PHP va concaténer aveuglement la charge utile injectée dans la chaîne de requête et la base de données va l'exécuter. Alors, pour ce faire, on a plusieurs façons de procéder, mais le pari le plus sûr, c'est ce qu'on appelle donc les instructions préparées. D'accord? Ça va nous permettre d'empêcher des injections SQL. Alors, on va préparer nos déclarations, nos statements. D'accord? Grosso modo, on va séparer la syntaxe de notre phrase SQL des paramètres réels utilisés dans la clause. Et vous avez vu que notre clause, là, on utilisait where, où. Au lieu de construire une seule chaîne par concaténation, on va décrire d'abord la structure de notre requête SQL. On va utiliser des espaces réservés pour indiquer la position des paramètres de notre requête. Et ensuite, on lira les paramètres à l'instruction qui a été préparée dans un appel de fonction bien distinct. Alors, au lieu de fournir une seule chaîne de requête SQL, on va envoyer des paramètres dynamiques séparés de la requête elle-même. Hein, ça va permettre à la base de données de coller des pièces en toute sécurité, entre guillemets, sans dépendre de PHP ou du programmeur. On va voir à quoi ressemble notre code. Alors, tout d'abord, on doit modifier notre requête initiale en remplaçant tout paramètre par un espace réservé qui est indiqué par un point d'interrogation. D'accord? Ça indique à la base de données que nous voulons une requête qui prend 2 paramètres en entrée. Ensuite, la requête sera ensuite transmise à MySQL Prepare au lieu de MySQL Query. D'accord? Donc, on va remplacer tout ça. Alors, quelle est la différence entre préparer et requêter? Hein? MySQL prepare _prepare, elle exécute pas encore la requête, mais elle indique à la base de données de préparer la requête avec la syntaxe qui est donnée. Cette fonction, naturellement, va renvoyer une instruction préparée. Qu'est-ce que j'entends par là? Regardons notre première ligne. Qu'est-ce qu'on a vu? On a vu qu'on remplaçait nos paramètres par quoi? On les remplace tout simplement par ça. D'accord? Le problème, c'est que quoi? C'est que on n'a pas besoin. D'accord? C'est pas un string que je suis en train de passer. Je passe pas le point d'interrogation dans un string. Ok, donc là, c'est fermé. Hein, je décompose. Là, j'ouvre. Pas de problème. Select wildcard from. Là, ça, c'est pareil. Ça, tout ça disparaît et on prépare la requête avec nos points d'interrogation ou description like. Donc c'est name like point d'interrogation ou description like point d'interrogation. Et je ferme, fin de l'instruction. Parfait. Et on va la passer en prepare. Parfait. Je sauvegarde, on va vérifier. Pas de vulnérabilité trouvée. Ok. Mais est-ce que le site fonctionne encore? C'est une bonne question. Ah. On se retrouve avec une erreur, ligne 5. Donc, vous voyez que cette modification, elle a cassé l'application. Donc, il faut qu'on la répare. Donc, pour exécuter notre requête, MySQL doit connaître la valeur à mettre sur chaque espace réservé que nous avons défini auparavant. Hein. Pour ce faire, on va utiliser stmt bind parameters, hein, donc statement MySQL statement bind liaison. Je vais lier les paramètres à mon statement, à ma déclaration, grosso modo. Donc, cette fonction, ça attache des variables à chaque espace réservé, d'accord? D'où le bind parameters en anglais. Cette fonction vous oblige à envoyer les paramètres de fonctions suivantes. Alors, le premier paramètre doit être une référence à l'instruction préparée sur lesquelles on va lier nos variables, hein, d'où le bind statement parameters. Et le deuxième paramètre, c'est une chaîne composée d'une lettre par espace réservé à la liaison, à lier.
d'accord, où les lettres indiquent le type de données de chaque variable. Alors, on va passer par deux strings, hein. On peut mettre SS dans le deuxième paramètre, où chaque S représente une variable de notre chaîne. D'accord? On peut utiliser I, par exemple, pour des entiers, D pour des flottants. D'accord? Encore une fois, on a tout ça dans la documentation PHP, si jamais vous avez des doutes. DEU, Language Bavarian, Official F, Persons, d'accord? Et là, qu'est-ce qu'il nous fait? Voilà, on le voit là, hein. Prepare, donc vous voyez qu'il utilise bien prepare, hein? Via le statement, on a notre bind parameters, on lui passe tout en paramètres, d'accord? Et on se retrouve à chaque fois avec les fameux points d'interrogation, d'accord? Et on peut les réutiliser. Alors, il faut qu'on modifie notre code pour ce faire. Donc, on doit modifier les variables elles-mêmes, hein. Donc, on va ajouter autant de variables qu'il y a d'espace réservé défini avec le point d'interrogation, comme on l'a vu dans notre requête. Dans notre cas, on n'en a que 2, d'accord? Et notez que dans notre exemple, les 2 paramètres ont le même contenu. Mais dans d'autres cas, ça peut ne pas être le cas. Alors, si je corrige, ok. Donc ça, on a vu que ça casse tout. Donc, on modifie notre code. On va travailler sur notre Q, d'accord? Je lui passe quoi? On lui passe notre pourcentage, point, appel à get. Qu'est-ce qu'on veut? On a vu qu'on travaillait sur Q, pas de problème. Je referme, point, concaténation avec notre pourcentage, fin de l'instruction. Ok, donc là tu vas me dire, oui mais écoute, là c'est exactement la même chose juste en dessous. Oui, mais t'inquiète pas, on va la modifier. Ensuite, qu'est-ce qu'il nous faut? On a vu qu'il faut qu'on utilise notre bind parameters, d'accord? Et on a vu qu'on avait quoi? Qu'on passait 2 fois le paramètre. Alors, on fait appel à MySQLi, STMT. On va travailler sur le bind param et on lui passe notre variable. Qu'est-ce qu'on a vu? SS dans notre exemple. Et on travaille sur 2 fois le paramètre Q, d'accord? Donc, il faudra le mettre 2 fois et c'est bien une variable, donc on lui met le $, d'accord? Sinon, ça ne va pas marcher. Ensuite, il faut l'exécuter. Je vais vous expliquer comment ça fonctionne. Fin de l'instruction. Et là, celle-ci, on la retravaille, hein, puisqu'on a mis notre prepare ici. Maintenant, on a vu qu'on prépare dans un premier temps. Après, il faut l'exécuter, hein. C'est ce qu'on a vu. STM execute. Donc, il nous faut récupérer les résultats. Comment je fais? Bah, pareil. MySQL, STMT. Et vous voyez qu'il y a quoi? Il y a bind param et il y a execute, mais il y a également quoi? Get result. Voilà, là on devrait être pas mal, sauf que qu'est-ce qu'on fait? C'est pas DB ni $query. Pourquoi? Celles-ci on les a quoi? On les a préparées déjà. Maintenant on travaille sur notre variable $statement. D'accord? En local. Pourquoi? Bah c'est elle qui regroupe les deux. On lui a passé via la fonction prepare. D'accord? Alors, rappel. Pourquoi on a fait ça? Parce qu'on doit passer les variables. On réserve autant de points d'interrogation, on a mis 2 points d'interrogation, donc on a 2 fois le paramètre. Là, c'est le cas. On a 2 fois nos petits Q. Donc, une fois qu'on a créé cette instruction, il faut lier les paramètres requis. Donc, on prépare l'instruction à l'aide du STMT execute, ligne 8. D'accord? En fait, qu'est-ce qu'elle fait? Cette fonction, elle reçoit la déclaration $statement, notre variable, comme seul paramètre. D'accord? C'est ce qu'on est en train de lui faire. On lui passe en paramètre. Enfin, l'instruction est exécutée et on peut récupérer le jeu de résultats correspondant via notre statement get result. D'accord? Et qu'est-ce qu'on passe? Mais encore une fois, on passe l'instruction comme seul paramètre. Et on attribue le jeu de résultats à toys_rs. Pourquoi? Bah, c'est la variable d'origine qui est appelée dans notre code. On va pas tout casser, d'accord? Sinon, bah, votre application, à la fin, elle ne marche plus du tout.
Apprends à taper STMT. Autant pour moi. Voilà. Erreur de débutant, d'inattention. Comme je vous parle, je me distrais. Ligne 9. SQLI, pareil. Tout de suite, c'est un peu mieux. Ok. J'ai réparé l'application. Ça remarche. Ok. Donc faites attention. Donc voilà notre code final. Alors, maintenant, on est livré à nous-mêmes. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit? Je retourne un check. No vulnerabilities. Ok, donc maintenant, Novel, ça doit être un enfant. Il va recevoir la ferme des animaux, mais mais malheureusement, Evan, hein, c'est pas un bon garçon, puisque son score de bon garçon n'est pas présent. D'accord? Donc tu peux y accéder via cette requête. Animal Farm, on retrouve notre truc et on voit que là, le plain delivery, c'est à Kate Clark. D'accord? Donc là, on a un problème, en effet, hein, c'est pas le bon enfant qui va récupérer le jouet. Donc il faut qu'on modifie ça. Donc là, c'est sur toys.php sur lequel on travaille. Alors, toy.php. Donc pareil, si on repart dans le délire. Deux, 3. Donc on voit, on substitue. On utilise notre faction intval. On travaille sur les entiers. Tac, 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 tac. Yes. Donc là, on a empêché l'injection. Hein, SQL est sur ces 3 variables. Hein. On a notre $get sur ID. Là, on travaille également sur ID. Pardon. En fait, on a 2 paramètres. Et sur creator ID. Parfait. Et notre 4e flag, qu'est-ce qu'il nous trouve? Alors, il nous dit sur login.php, injection sur le username. Donc, du coup, on peut injecter via copie. Ouais, ok. On passe admin direct. Donc, on voit que l'injection, elle fonctionne. D'accord? Et là, qu'est-ce qu'on a fait? On a fait un bypass. Là, on est en train d'équilibrer la charge et on lui dit où 1 est égal à 1. D'accord? Avec notre date dash avec X, nous, on peut retirer le X. Vous voyez que ça passe quand même. D'accord? Donc ça, je vous l'avais déjà expliqué. Grosso modo, on contourne la vérification. Comme 1 est toujours égal à 1, eh ben, tout simplement, ça va se connecter en tant qu'administrateur. Ok, donc il nous faut corriger maintenant. C'est quoi qu'elle a dit? C'est l'admin? Non, c'est le login. Login.php, qu'est-ce qu'il fait? Alors, grosso modo, require once, il établit la connexion, session start, d'accord, is set, donc là il évalue, hein, si on a bien quoi, posté, donc requête en poste, un username, un password, il déclare une variable username avec ce qu'on lui met en tant que username, password, donc là c'est au niveau de notre requête. On voit que là c'est pareil, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut substituer, donc là je suis à un point concaténation point username. Alors, on va passer à du préparé. Donc, username, bah, ça dégage. And, donc, username, point d'interrogation, autant de points d'interrogation qu'il y a de variables. On a 2 variables. Je les remplace. Et on va passer maintenant sur du prepared. D'accord? Donc, là-dessus, ça c'est l'évaluation. Je regarde. MySQL numrow, admin.php, username. Ça, il n'y a pas de problème. On va changer ça. D'accord, enfin, pas ça, mais... Alors, qu'est-ce qu'on a vu? Il nous faut nos
bind parameter. C'est ce qu'on avait commencé. Donc, il me faut mon dollar, appel à la fonction MySQLi. On a vu qu'on travaille sur STMT. Oui, c'est pas une variable. Excusez-moi, je fatigue. STMT. Pourquoi il me le propose pas d'ailleurs? Ah d'accord, parce que j'ai pas fermé. Donc on va faire notre statement. Qu'est-ce qu'on a vu? On utilise STMT et on lui cale un bind parameters. Vous vous rappelez? Ok. Qu'est-ce qu'on va lui passer cette fois-ci? Qu'est-ce qu'on a vu? Bah exactement comme la dernière fois. D'accord? On travaille sur quoi? Mais on a deux variables. Hein? Et on passe quoi? On passe un string. Donc, appel à ma variable STMT, on lui passe un SS. Ensuite, on a vu $Q. Ensuite, $Q. On referme. Ok. Ensuite, MySQL. Donc ensuite, MySQLi. On passe cette fois-ci à notre execute, STMT exec. Parfait. Qu'est-ce qu'on exécute? Bah, notre variable STMT local. Ouais. Fin de l'instruction. Ensuite, le user dbQuery. Il va falloir qu'on modifie ça. Je vais mettre en commentaire. Je vais le reprendre parce que ça, c'est ce qu'on veut. Alors, on se l'ajoute là. Sauf que ça, c'est notre variable STMT. Ensuite, c'est bien un string. Mais j'ai repris l'exemple. On travaillait sur Q dans notre précédent exemple. Là, je travaille pas sur Q. C'est quoi la première variable? Username, d'accord. Et password. Parfait. Ensuite, celle-ci, je la mets en commentaire. Pourquoi? Parce que, hop, maintenant, on l'a calé ici et on a vu que MySQL query, on le remplace. On n'en a plus besoin. Si on fait un prépare, il nous faut faire notre execute. D'accord? Donc, l'execute là. Et maintenant, il nous faut notre MySQLi STMT statement. Et vous vous rappelez ce qu'on avait fait? On avait récupéré les résultats, donc un get result. D'accord? Et on travaille sur notre variable. Ok. Donc là, je crois qu'on est pas mal. Ok. Donc là, je sauvegarde. On exécute. J'avais oublié mon point virgule. Et elle me dit qu'il y a quelque chose de broken. Intéressant. Alors, qu'est-ce que j'ai cassé? Ah bah oui, je l'ai pas préparé. J'ai laissé le MySQL query et on a vu qu'on la passe en prepare. Autant pour moi. Je crois que là, ça devrait être un peu mieux. Ouais, voilà. On a récupéré le flag. Donc vous voyez, on remplace la fonction query par prepare. Du coup, il faut préparer les données. Pour ça, on fait un liaison au niveau de nos paramètres. Là, nos paramètres, en l'occurrence, c'était username et password. On travaille bien sur des strings, puisque quand tu rentres le nom d'un utilisateur ou le nom d'un mot de passe, c'est bien un string, ce sont des chaînes de caractères. J'arrive plus à parler. Ensuite, si on fait le bind parameters, de facto, il nous faut un statement execute et on travaille sur notre variable, la variable STMT, statement, qui est en fait quoi? Qui est en fait la variable users rs initiale qu'on a renommée. D'accord? Et on reprend notre variable finale user rs et cette fois-ci, plutôt que de rester sur un MySQLi query, on remplace par le MySQLi statement get result, puisque on a préparé notre requête, d'accord, pour empêcher les injections SQLi. Et là, pour le coup, qu'est-ce que tu as? Tu ne peux plus injecter. Est égal à 1 x. Voilà, ça passe plus. D'accord? Donc, on vient de sécuriser notre site. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Je vous dis à très bientôt. Je vous mettrai toutes les vidéos que j'ai faites sur les SQLi pour développer si vous voulez creuser. Et voilà comment on a sécurisé avec inval, floatval et
la liaison, hein, MySQL statement, bind parameters, execute, et ensuite un get result. Vous voyez comment ça fait le taf? Donc encore une fois, comprendre, lire le code, comprendre ce que ça fait, quels sont les paramètres qui sont faillibles, hein, comment utiliser justement des fonctions associées, d'accord, pour convertir. Et comme on disait, hein, il vaut mieux que ça soit égal à 0, que ça ne crée pas d'erreur, que tu puisses injecter et ça fout en l'air mon application. Tu vois, au pire des cas, 0,0, eh ben, il te dira, c'est pas possible. OK? Mais c'est mieux que ça, que une injection qui soit possible et qu'on puisse tout simplement se connecter, par exemple, en tant qu'administrateur sans avoir le mot de passe. Donc voilà, apprenez le PHP, apprenez le SQL. Hein, ça va être compliqué au début et puis après vous allez voir, hein, vous serez une fois que vous serez dans le bain, vous serez comme des poissons dans l'eau, mais il va falloir bosser, il n'y a pas de secret. Voilà, je vous dis à très bientôt, ciao ciao.